Je suis un bitcoiner. J'ai 99% de bitcoin. Est-ce que tu considères aujourd'hui Bitcoin comme facile à être utilisé pour quelqu'un qui est au Nigeria, au Salvador? L'utilité de bitcoin dépend de la zone géographique. En wallet gouvernemental, c'est une catastrophe. Et acheter des bitcoins KYC? C'est contre les valeurs de Satoshi. La régulation est quand même plutôt positive. Surfing Bitcoin, en fait, à chaque fois est rentable. Bonjour à tous, merci d'avoir cliqué, donc vous êtes bien sur le Crypto Daily. Aujourd'hui, on reçoit Jonathan Erskovici. Salut John. Salut Ben. Alors, tu es fondateur de WeSave, que tu as ensuite revendu à Amundi. Tu es aujourd'hui PDG de StackingSat et aussi créateur de l'événement Surfing Bitcoin. C'est tout à fait exact, Ben. Alors, on va commencer directement dans le sujet. Il y a quelques jours, on a vu passer sur LinkedIn un post titré magnifiquement « Bitcoin est inutile ». Alors, j'ai cliqué dessus, c'était le but du titre. Tu nous parlais dedans que Bitcoin est inutile pour nous, Européens. Est-ce que tu peux nous en dire plus ? Alors déjà oui, merci pour cette question parce que évidemment maintenant je commence à prendre corps avec les réseaux sociaux et avec ces codes. Et effectivement les titres putaclic, si on peut dire ça comme ça. On est dedans là, on est totalement dedans. Voilà, enfin venant de toi, on est totalement dedans. En général ce sont des titres qui accrochent pour justement susciter l'intérêt de l'audience, et c'est ce qu'on a réussi à faire avec ce post parce qu'on a eu beaucoup de vues. Et l'idée tout simple, c'est que finalement l'utilité de Bitcoin dépend de la zone géographique. En gros, pour faire simple, dans les pays occidentaux, en Europe, aux États-Unis, l'utilité principale, c'est la réserve de valeur. C'est d'ailleurs pour ça qu'aux États-Unis, l'avènement des ETF Bitcoin a cartonné parce que justement, c'est l'angle des conseillers en gestion de patrimoine, des asset managers et de tous les spécialistes de la finance aux États-Unis, c'est de voir Bitcoin principalement, voire exclusivement, comme une réserve de valeur. Okay. En Europe, c'est à peu près la même chose. C'est d'ailleurs ce qu'on fait avec StackingSat. C'est cet argument principal qu'on met en avant, sans remettre en question, évidemment, les autres caractéristiques du Bitcoin, et qui va justement correspondre aux utilités dans d'autres zones géographiques. Et c'est d'ailleurs un petit peu la volonté de Satoshi lui-même, c'était que Bitcoin soit une monnaie. Et c'est le cas évidemment au Salvador qui a déclaré Bitcoin monnaie légale, mais c'est aussi le cas dans d'autres pays qui n'ont pas encore déclaré Bitcoin comme monnaie légale, mais qui est utilisé au quotidien. Évidemment le Nigeria, qui fait partie des pays qui utilisent le plus Bitcoin, et l'État d'ailleurs du Nigeria, je ne sais pas si tu avais suivi cette histoire, avait créé une CBDC, donc le INAIRA, voilà, où il y a eu justement carrément des manifestations de la population contre ce INAIRA et justement la volonté de la population d'utiliser Bitcoin et pas justement des CBDC. Et c'est là où on rentre dans l'utilité, on va dire, principale de Bitcoin, en tout cas celle que Satoshi voulait, qui est l'échange de valeur et l'utilisation comme une monnaie. Donc oui, en fait, ça dépend, pour reprendre mon post LinkedIn, finalement, l'utilité ou l'inutilité dépend de là où tu vis et des problèmes auxquels tu vas essayer de résoudre. Parce que finalement, comme tout business, comme tout projet, c'est quel est le problème et quelle solution tu apportes à ce problème. Voilà, en résumé. Ça me fait penser à un échange que j'ai vu récemment de Gilles Cadignan avec Nastasia Adjadji, je n'ai pas son nom de famille en tête, qui lui dit, Gilles donc qui dit Bitcoin sauve des vies réellement, et cette dame répond, donc fan de Bitcoin comme on la connaît, hein. Elle répond, oui, mais déjà, il faut que les gens puissent savoir utiliser un wallet. Est-ce que tu considères aujourd'hui Bitcoin comme facile à être utilisé pour quelqu'un qui est au Nigeria, au Salvador, perdu en Amérique du Sud ? Alors, j'ai envie de dire oui et non, pour être parfaitement objectif sur cette question. Les wallets, forcément, et moi je pense souvent le cas de ma mère, qui est justement assez représentatif des clients de StackingSat, et effectivement, ils n'ont pas toujours compris l'utilité effectivement de conserver ces cryptos en propre, parce que justement l'usage et la façon d'utiliser les wallets n'est pas forcément encore ultra user-friendly aujourd'hui. C'est compliqué. Pour certains types de personnes, dont ma mère fait partie. Donc effectivement, pour reprendre même le point d'avant, lorsque des populations ont des problèmes et que finalement la solution est Bitcoin, je te promets qu'ils vont réussir à trouver la façon d'utiliser les wallets. Donc c'est ça, c'est plus finalement les problèmes sont importants, et plus en fait la population aura la facilité d'utiliser ces outils qui sont pas forcément évidents,
clairement. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'au Salvador, ils ont créé justement ce Chivo Wallet. Chivo Wallet. Même il y a si eu beaucoup de polémiques. Ça a eu beaucoup de polémiques. Et l'idée, c'est pas de rentrer dans ce sujet-là maintenant. Mais en tout cas, la volonté du gouvernement salvadorien, c'était justement de proposer une application qui est beaucoup plus simple d'utilisation que des wallets Bitcoin traditionnels. Donc c'est pour ça qu'on peut évidemment voir toujours le bon côté, le mauvais côté des choses. Lorsque tu es puriste Bitcoiner, le fait de créer un wallet gouvernemental, forcément, c'est une catastrophe. Mais c'est ce qui va aussi permettre une adoption plus rapide. C'est du step by step, quoi. Tranquillement, tu commences comme ça. C'est un peu comme on peut avoir en crypto aujourd'hui, de commencer par des exchanges centralisés, type un Binance, un Swissborg, etc. Et ensuite d'enchaîner petit à petit, hop, avec un MetaMask, un cold wallet, etc. Complètement. Et donc c'est pour ça que cette fameuse Nastasia, sur ce point précis, elle n'a pas tout à fait tort. Et effectivement, je pense que ça va prendre quand même beaucoup de temps avant que l'UX de l'utilisation de Bitcoin soit parfaitement adapté au mass market. Et justement, Stackinsat va aussi travailler dans ce sens pour rendre l'UX de plus en plus simple. Alors, moi là-dessus, je vois deux choses. Je vois Bitcoin comme étant donc révolutionnaire pour tous les aspects qu'on lui connaît et qui va être un peu anti-systémique. Est-ce qu'on a vraiment besoin d'avoir un Bitcoin qui relie les deux, ou on peut avoir l'utilisation d'un Bitcoin typiquement pour quelqu'un au Salvador qui va être contrôlé gouvernemental avec un Chivo Wallet KYC, avec tout ça, donc qui enlève toute cette partie libertarienne de Bitcoin. Est-ce que les deux vont obligatoirement ensemble ? Alors, déjà, j'ai pas de boule de cristal, donc c'est difficile de répondre à cette question. Je pense qu'encore une fois que les usages vont se faire assez naturellement. Et c'est aussi important en tant qu'entrepreneur de s'adapter à la façon dont les gens utilisent les choses. Alors après, il y a aussi la position dure de certains entrepreneurs d'essayer de forcer les choses et d'essayer de quelque part d'imposer une méthode et une façon de faire. Personnellement, je suis pas sûr que ce soit la bonne façon de faire. L'idée, c'est d'écouter son marché, d'écouter la façon dont les gens utilisent différents outils. Et là, en l'occurrence, même s'il faut quand même rester dans cette logique d'éducation, et c'est d'ailleurs ce qu'on fait avec Surfing Bitcoin, mais je pense qu'il faut laisser les gens choisir la façon dont ils ont envie d'utiliser ces innovations, ne pas brusquer les choses, et de toute façon, ça va se faire progressivement, ça va prendre du temps, ça se fera pas en quelques jours, quelques mois, ça se fera en plusieurs années. Autre question, donc tu nous parlais de géographie juste avant, c'est souvent les pays les moins bancarisés aujourd'hui qui ont intrinsèquement besoin de Bitcoin. Mais pourquoi à ce moment-là est-ce qu'on va se retrouver, d'après toi, sur des acteurs qui sont majoritairement aux US, en Europe, qui vont être au final les plus influents sur la vie de Bitcoin et des choses à venir à ce sujet ? Alors déjà, pour nuancer ce que tu as dit, je dirais pas que c'est exclusivement les pays non bancarisés ou peu bancarisés, je dirais que ce sont les pays qui souffrent de problématiques économiques ou monétaires de manière générale. Effectivement, ouais. Tu as raison, il y a certains pays qui souffrent de débancarisation importante, mais je dirais moi, c'est plus l'inflation des prix qui pousse les gens à utiliser Bitcoin. Et ça, on le voit typiquement en Argentine. Qui est un des exemples les plus flagrants. Et pour le coup, l'Argentine n'a pas de problème de bancarisation, à ma connaissance. Donc voilà, donc ça, il faut quand même faire attention par rapport à ça. Et pour répondre à ta question, moi, je pense que, justement, pour reprendre ce que j'ai dit tout à l'heure, que les pays occidentaux voient Bitcoin, enfin, l'utilité de Bitcoin, c'est l'aspect réserve de valeur. Donc après, ça fait partie, finalement, du réseau Bitcoin. Et quelque part, les Occidentaux contribuent à la liquidité, au volume, et donc à renforcer l'ensemble de cet écosystème. Okay. Même si on s'éloigne, et tu as raison de le dire, des caractéristiques naturelles et principales du Bitcoin, des caractéristiques qu'on connaît, mais je pense que finalement cette arrivée massive de liquidité est globalement positive, même si moi personnellement, je ne recommanderais pas aux gens d'acheter des ETF parce que je pense qu'il est très important de conserver l'utilité et les caractéristiques du Bitcoin, notamment la souveraineté, l'incensurabilité, tous ces points-là qui fait que ça rend finalement le pouvoir au peuple. Et ça, c'est très important. Et je pense que beaucoup de personnes ont tendance à oublier cet aspect-là. Et nous, chez Stackinsat, c'est vraiment un point important, la souveraineté monétaire. Et c'est pour ça qu'on encourage évidemment tous nos clients à détenir leur Bitcoin sur des wallets en propre. Je rappelle que chez Stackinsat, vous êtes PSAN depuis plus de 3 ans maintenant. J'ai même envie de te dire, on faisait partie des premiers PSAN enregistrés. De PSAN. Exactement, on était deuxième après nos amis de chez CoinHouse. Deuxième après CoinHouse. Et acheter des Bitcoins KYC. Qu'est-ce que t'en dis de ça ? Est-ce que c'est quelque chose... Alors aujourd'hui, qu'on se le dise, c'est obligatoire, tu ne peux pas acheter dans le monde de crypto si t'es pas KYC.
Alors c'est une très bonne question parce que je sais même pas si tu es au courant de cette histoire et je remercie d'ailleurs publiquement mes avocats de chez Orwell parce que évidemment que nous en tant que bitcoiner forcément lorsque on savait qu'il fallait imposer un KYC c'était pas forcément quelque chose que nous souhaitions. Après évidemment on est compliance by design parce qu'en gros Stackinsat a été lancé au moment où la loi Pacte est passée donc il fallait qu'on soit enregistré. On est en quelle année à ce moment-là? Là, on était donc la loi Pacte c'était 2019. Stackinsat a été lancé le 1er octobre 2020. Okay. Voilà. Donc il fallait qu'on ait cet enregistrement pour exercer notre activité. Et moi, j'avais demandé aux avocats à l'époque et petit clin d'œil à Alexandre Louremi de trouver justement des astuces pour éviter de proposer le KYC à l'onboarding. Okay. Et donc en fait, à l'époque, ce qui était possible, c'est de pas faire un KYC dès le premier euro. Et si je dis pas de bêtises, je crois qu'on avait mis à l'époque un KYC à partir de 1000 euros. Ok. Voilà. C'était encore possible à l'époque. Maintenant, ça l'est plus. Maintenant, c'est plus, c'est dès le premier euro. Et justement, on avait trouvé cette façon de faire de sorte qu'on puisse onboarder sans friction, parce qu'évidemment, le KYC, un des ça éléments... rajoute une vraie tâche dure. Exactement. Un des éléments quand même qui est compliqué dans l'acquisition client pour une boîte comme Stackinsat, c'est la friction au moment du KYC. Et donc c'est pour ça qu'on avait trouvé une solution un peu astucieuse que pas beaucoup de gens faisaient à l'époque. Alors après ce truc-là est répandu en Suisse, parce que si je dis pas de bêtises, c'est toujours le cas aujourd'hui, par exemple. Mais effectivement, c'est quelque chose qui, moi personnellement, ne me choque pas, dans le sens où dans tous les services bancaires, finalement, c'est un standard de marché. Donc, il n'y a pas de raison que finalement, les clients particuliers ne puissent pas s'adapter finalement à cette réglementation qui finalement existe dans l'intérêt des clients finaux. Ça reste un intérêt de... Voilà, donc en gros, c'est pour protéger le consommateur. Faut pas oublier que l'ACPR, son job, c'est principalement celui-là, donc d'où de protéger le consommateur. Et quand on voit les différentes escroqueries ou les fausses promesses qui pullulent sur le marché, on se dit que quelque part, la régulation est quand même plutôt positive. Moi, en tout cas, je sais que je vais me faire des ennemis quand je dis ça, mais c'est parfaitement assumé. Et globalement, la régulation, encore une fois, elle est plutôt positive. Il faut qu'elle soit intelligente, pas contre-productive, ce qui parfois est le cas. Mais justement, nous, on est là, acteurs du marché, pour essayer de faire entendre raison aux autorités lorsque c'est nécessaire. Mais donc, pour répondre à ta question, le KYC, effectivement, si je prends ma casquette de bitcoiner, c'est quelque chose... Ça me fait de la peine, disons que c'est contre les valeurs de Satoshi. Donc après de là dire que ça me fait de la peine, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais effectivement avec ma casquette de bitcoiner, on peut dire que je nuancerais l'utilité de ce KYC. Après moi en tant qu'entrepreneur, de toute façon je n'ai pas le choix. Et encore une fois, d'un point de vue sécurité du consommateur, in fine d'être protégé par la CPR et par l'AMF, c'est plutôt quelque chose que je vois positivement. La finalité reste... Et qui, encore une fois, s'intègre dans les services financiers, parce que quelque part, ça se rapproche à des services financiers, et c'est la best practice de marché que de faire des KYC dans n'importe quel autre service financier. Le KYC est obligatoire. Donc, quelque part, pourquoi est-ce qu'il y aurait eu une exception pour les cryptos et pour Bitcoin? Je laisse le débat ouvert. C'est compréhensible. Mais c'est plutôt cohérent. On retourne un petit peu en arrière, où on parlait des acteurs les plus influents qui étaient assez rarement dans les pays avec des besoins dont on parlait. Est-ce que cela peut pas être un peu une contrainte au final sur le développement de Bitcoin ainsi que l'adoption? Le fait que tous ces acteurs, donc je vais parler typiquement des plus grosses boîtes, comment elle s'appelle la boîte qui fait Lightning? C'est A5, A5, etc. Par exemple. Franchement, je ne pense pas, dans le sens où, encore une fois, l'utilité en tant que monnaie va prendre du temps. Okay. C'est pas quelque chose, même au Salvador. Et d'ailleurs, en fait, certains détracteurs vont dire que ça n'a pas marché au Salvador. Le truc, c'est quand même, faut pas oublier que depuis des dizaines d'années, voire des centaines d'années, les gens quand même sont habitués aux monnaies fiduciaires. Donc, de là à changer de paradigme... C'est vrai que c'est un grand changement. C'est un énorme changement psychologique. Et même moi, personnellement, si tu veux... D'ailleurs, je sais pas comment toi, tu as aussi évolué dans l'univers Bitcoin. Mais au début, c'est compliqué, tu vois. C'est très compliqué. Maintenant, pour moi, ça me paraît une évidence pour toi aussi. T'arrives à parler en Satoshi. Voilà, exactement. Mais moi, ça ne me choque pas que ça prenne du temps. Donc ça, c'est vrai que c'est ce que je dis à mes clients systématiquement, parce qu'évidemment, on a aussi la volonté de gagner de l'argent.
même si je suis pas naïf et je sais que c'est aussi la raison pour laquelle, enfin c'est une des raisons pour lesquelles on a aussi des clients qui sunboard tous les jours, c'est aussi pour cette raison-là. Mais nous en fait ce qu'on veut faire avec Stack Insat, c'est plutôt voir l'aspect épargne à long terme et justement sortir de ce côté investissement à court terme pour acheter la Lambo quoi. Parce que c'est vraiment pas l'objectif. Et donc du coup pour répondre à ta question, l'usage et l'utilité de monnaie dans les pays qui en ont le plus besoin, donc Salvador, Argentine, etc., ça va prendre du temps. Donc je pense que c'est pour ça que c'est important qu'il y ait quand même quelques acteurs qui concentrent... Aider à développer, comme on peut voir typiquement au Salvador, les Exactement. banques, trucs. Exactement. Donc pour moi, en fait, c'est un mal nécessaire. Tant qu'on est dans l'adoption, il y a quelque chose qui est souvent revenu aussi entre adoption, événements, etc. Ça va être le prix en général des événements et aussi au final les personnes qui attendent à ces événements sont pas souvent ceux qui en ont le plus besoin en finalité. Alors tu as parfaitement raison et c'est ce qu'on a voulu faire dès le premier jour avec Surfin. D'ailleurs pour remettre les choses dans leur contexte, je vais raconter l'histoire de comment est-ce qu'on a créé Surfin. Je sais pas si même je te l'ai déjà dit, mais globalement avec Joss du coup mon cofondateur, on voulait faire un événement de lancement pour lancer Stack Insat. Okay. Et effectivement à l'époque on avait déjà quelques connexions dans l'écosystème et on les a invités en fait à Biarritz pour fêter le lancement. Ok. Voilà. C'est aussi bête que ça. Et en octobre 2020, donc. En octobre 2020, 1er octobre 2020. Et en fait, à ce moment-là, donc je sais pas si tu te rappelles, 2020, c'était en pleine période du Covid. Donc nous, on avait privatisé un hôtel, parce qu'à cette époque-là, on n'était pas au casino encore. Okay. On a privatisé un hôtel à Biarritz. Et je crois 2-3 jours avant l'événement, il y a eu des restrictions sanitaires, comme quoi, en fait, on ne pouvait plus faire l'événement dans l'hôtel. Voilà. Donc nous, en fait, on a été même, si je dis pas de bêtises, c'était... La limite, elle a été à 50 personnes, okay. Avec les fameux 2 mètres entre les chaises et tout. Voilà, magnifique période, hein, on s'en rappelle bien. Du coup, d'ailleurs, on avait les masques, les fameux masques. D'ailleurs, on avait créé des masques Bitcoin à l'occasion. Et en fait, on a eu l'idée, d'ailleurs, avec nos amis du Journal du Coin, en fait, de diffuser la conférence en live, ce qui... Franchement, honnêtement, j'aurais jamais eu l'idée de le faire s'il n'y avait pas eu cette contrainte sanitaire. Et finalement, on a eu un énorme succès parce qu'on a accumulé 10 000 vues quand même sur cette conférence. Et en plus, c'était un début. Enfin, et c'était le début. Et surtout, à cette époque-là, évidemment, il n'y avait aucun événement crypto ou Bitcoin. Enfin, aucun événement tout court à cause du Covid. Et finalement, on a eu beaucoup de personnes qui se sont connectées, qui ont montré un intérêt. Et c'est de là qu'on a voulu créer, en tout cas, faire grossir et faire grandir cette conférence. Donc maintenant, pour répondre à ta question, nous, la première année, donc c'était totalement gratuit. Okay. La deuxième année, en fait, on a commencé à intégrer un business model avec une journée gratuite, une journée payante. Et effectivement, après, ensuite, on a essayé de garder toujours cette volonté d'avoir une journée pour le grand public, donc gratuite, et effectivement des journées payantes pour les experts et les professionnels. Et c'est ce qu'on a fait en 2022. En 2023, effectivement... Il n'y avait pas de journée gratuite. Il n'y avait pas de journée gratuite parce que les conditions de marché faisaient que c'était compliqué en tout cas de prendre le risque de lancer cette journée gratuite parce que par définition elle est gratuite donc on ne gagne pas d'argent et que ça reste quand même un business model qu'on doit essayer de rentabiliser parce qu'effectivement nous, et là peut-être que tu n'es pas au courant mais Surfing Bitcoin en fait à chaque fois est rentable mais c'est pas quelque chose qui nous permet de gagner de l'argent. Oui, c'est juste histoire de ne pas en perdre. Voilà, c'est histoire de ne pas en perdre et ça c'est vrai que peut-être des fois les gens ont l'impression que avec Surfin on gagne beaucoup d'argent ce qui est totalement faux. Notre objectif déjà c'est de ne pas en perdre. Et le petit bout de gras qu'on a chaque année, ça finance en fait la trésorerie de l'année d'après quoi. Donc voilà. Et pour répondre à ta question, effectivement, je sais qu'on avait eu des critiques sur le prix et j'en suis parfaitement conscient. Mais nous, là où on répond à ça, c'est qu'effectivement, on doit faire des billets payants tout simplement pour essayer justement d'arriver à l'équilibre. Parce que le business model d'un événement, c'est très simple, hein, et peut-être que les gens ne le savent pas, c'est les partenaires et les participants. Bon après, tu peux avoir aussi tout ce qui est buvette et compagnie, buvette, shop, etc. Mais bon, ça, c'est à la limite marginal, voilà. Mais globalement, et en théorie en tout cas, dans l'événementiel, les partenaires sont censés couvrir 100% de tes dépenses et la billetterie est censée être ton bout de gras, ton bénéfice. Alors nous, c'est pas du tout le cas. On est plutôt à 60-40 pour être tout 60 à fait... pour la billetterie ou 60 Non, 60 pour le sponsor et 40 pour la billetterie à peu près. Ce qui fait que pendant un long moment, en fait, on n'est pas rentable. Sachant qu'il faut savoir que plus de 50% des billets chaque année
sont vendus dans les 4 dernières semaines. Ça, c'est un truc que je ne comprendrai jamais. Ça doit être insupportable. Voilà, donc c'est vrai que nous, quelque part, c'est quand même une source de stress parce que pendant très longtemps, finalement, nous ne sommes pas rentables. Okay. Et il se trouve que on le devient dans les derniers jours. Donc ça, c'est quand même important que les gens soient conscients de ça. Néanmoins, on garde quand même cet objectif. En tout cas, on essaie au maximum de proposer justement cette journée grand public gratuite pour faire en sorte de démocratiser auprès d'un public très large. Après, évidemment, nous, c'est important aussi d'éduquer les professionnels, en tout cas de les informer des innovations, des nouveautés, ou même un thème qui est plébiscité chaque année, c'est tout ce qui est économie et géopolitique. Et finalement, cette thématique-là, si je dis pas de bêtises, on est une des seules conférences au monde à avoir voilà, une journée ou une demi-journée dédiée sur l'économie et la géopolitique. Et ça, c'est quelque chose, moi, personnellement, c'est une de mes passions. Quelque chose qui te plaît. Voilà, donc c'est pour ça que j'adore finalement travailler là-dessus. Mais voilà, donc je sais pas si ça répond à ta question. Alors, ça répond à ma question. En partie. Mais vas-y, je peux développer. Comment est-ce qu'on peut faire? Donc, pour rappel, dans les prix de Surfin, on est entre, si je dis pas de bêtises, 500 €. L'an dernier, je crois qu'on est entre 500 et 800, c'est ça? L'année dernière, c'était effectivement le prix le plus cher, c'était 800 €. Et je crois que le prix le moins cher, c'était 200. Pour les étudiants ou pour... Ah, c'était prix public. Ok, prix public. Sachant qu'évidemment, ce qu'on ne dit pas, enfin... Si on le dit, parce que c'est public depuis le début, c'est qu'il y a évidemment des périodes de super early bird, d'early bird, oui, voilà, c'est ça. Qui te permet quand même, voilà, parce que nous forcément on en revient au business model, et nous il nous faut de la trésor. Donc c'est pour ça que on essaie d'inciter justement l'achat de billets le plus tôt possible, et donc de bénéficier finalement de grosses réductions. Et donc effectivement, si tu achètes ton billet à la fin, forcément, tu ne bénéficies pas des réductions. Ma question, c'est, donc à un moment, vous développiez beaucoup en anglais, afin que tout le monde puisse suivre. C'est comment quelqu'un donc qui vient, je sais pas moi, du Nigeria, par exemple, qui se dit, voilà, je vais me chauffer, je vais aller à Biarritz, je veux découvrir Bitcoin, je suis déjà un peu dans Bitcoin, etc. Il peut se permettre de payer jusqu'à donc un prix médian de 550 € une place. Alors, je vais répondre à ta question, mais avant ça, nous, ce qu'il faut dire, c'est que cette année, on a décidé de baisser les prix, si je dis pas de bêtises, de 30 à 40%. Et en plus, il y a un truc super cette année, c'est que c'est au jour. Exactement. Ça, c'est top. Voilà, donc c'est justement, on a répondu au fait, aux critiques, quelque part, on peut dire ça comme ça. Et en fait, cette fois, on a vraiment des journées thématiques. Donc évidemment, si les sujets de régulation et d'institutionnalisation du Bitcoin ne t'intéressent pas, tu ne prends pas cette journée. Profite de la plage. Voilà. Tu profites de la plage et après tu y viendras là, machin. Donc du coup, c'est pour ça que le panier moyen, juste pour répondre à la question, il est plutôt autour de 200-250 €, okay. Plus que le chiffre que tu disais. Et donc, pour répondre à ta question, j'arrive. Donc le mec déjà du Nigeria, s'il veut venir... Déjà, il y a le billet d'avion. Déjà, il y a le billet d'avion, et honnêtement, je ne sais pas combien coûte un billet d'avion Nigeria-France, sachant qu'évidemment, il n'y aurait pas de billet direct. Ça n'existe pas. Oui, donc là, je pense que voilà, c'est-à-dire que si cette personne-là veut venir déjà, je pense que proportionnellement, le prix de la conférence serait voilà, pas le plus gros de dépenses. Mais en tout cas, voilà, nous, on essaie quand même de rendre cette conférence la plus accessible possible, en proposant cette journée gratuite, et même pour les professionnels ou les passionnés. En tout cas, on a baissé significativement les prix pour qu'on puisse être accessible. On a combien là sur les prix au 30 juillet? Là, sur les prix, donc en gros, le pass conférence, si je dis pas de bêtises, il est à 300 €. Okay. Et d'ailleurs, on a certains codes promo qui tournent, Crypto Daily, notamment. Qui a moins de 10% de réduction avec. Voilà. Et évidemment, on invite tous les potentiels participants à utiliser ce code. Alors, je suis désolé pour toi, mais vu que l'interview va sortir dans les 4 semaines avant la conférence, ce sera les billets dernière minute. C'est vrai. Code Crypto Daily pour avoir 10% de réduction, ou le Crypto Daily, j'ai un doute. Je sais plus. Le bon code s'affiche en énorme partout, voilà, c'est ça. Donc voilà, c'est pour ça qu'on a quand même essayé de répondre. C'est une belle réduction, donc 300 € aujourd'hui. Alors 300 €, c'est le pass conférence qui te permet d'accéder à tout, sauf à la soirée VIB, donc Very Important Bitcoiner, qui est volontairement très cher. Cette soirée, si je dis pas de bêtises, elle est à 200 €. Okay. Donc on peut considérer que c'est cher, même si à Biarritz, fin août, en général, ce genre de soirée open bar, c'est minimum 150 €. Ça, c'est open bar, voilà. Alcool et nourriture, si je dis pas de bêtises. Exactement. Donc, quelque part, par rapport aux services fournis, par rapport à la localisation, par rapport au thème, honnêtement, ça reste
relativement abordable, surtout par rapport à la localisation. Mais donc cette année, on sera au Camp Bar, donc c'est une cidrerie basque. Et effectivement, on attend entre 250 et 300 personnes sur cette soirée. Tous les speakers, tous les speakers, les journalistes, les importants, etc. C'est pour ça que justement... C'est-à-dire que j'y serai aussi ? Mais tu y seras. Ouais, j'y serai aussi. Voilà. Donc ça veut dire que nous, sur cette soirée-là, l'idée c'est de favoriser le networking. Et effectivement, lorsque on arrive sur les dernières soirées, enfin la dernière soirée de closing, là c'est un peu, on va dire, un peu plus alcoolisé et un peu moins orienté networking. C'est un peu l'ADN aussi. C'est un peu l'ADN. C'est totalement l'ADN, parce qu'en fait c'est ça où on a réussi à créer à Surfin, c'est être décontracté. Venez comme vous êtes, profitez de vos potes, venez en short ou même en maillot de bain. Profitez, mais tout en gardant quand même ce côté business, parce que honnêtement je sais que beaucoup de gens ont fait du business à Biarritz, mais en tout cas énormément de gens nous remercient aujourd'hui d'avoir créé cette atmosphère, parce que c'est vraiment à la fois très cool, très détente, et en même temps très professionnel, et ça provoque des synergies entre les participants pour créer des business. Et plein de business se sont créés grâce à Surfin. Et on en est très fiers. C'est toujours une belle histoire. Donc, vous avez 10% de réduction avec le code qui s'affiche ici, donc sur l'événement Surfin Bitcoin, sur tous les packages. C'est sur tous les packages. C'est sur tous les packages, parfait. Mais en plus de ça, on fait gagner aujourd'hui une place. Complètement. Un pass-conférence. Un pass-conférence pour l'événement. Donc tout simplement, c'est très simple, il faut juste mettre en commentaire de la vidéo tout de suite pourquoi est-ce que vous aimeriez rejoindre Surfin Bitcoin, et le gagnant sera contacté très rapidement. Tu nous disais donc profitez avec vos amis, votre communauté, les gens avec qui vous faites du business. J'ai une question sur la communauté Bitcoin, qui est, on le sait, un petit peu critiquée, notamment avec son entre-soi. Qu'on se dise, on est quand même dans ce un peu microcosme quand on est fan de Bitcoin, comparé à tout le reste de l'écosystème qui va être un peu plus crypto. Est-ce que toi, tu partages déjà cette vision d'entre-soi dans le Bitcoin ? Alors, c'est en tout cas une excellente question. Donc moi, c'est vrai qu'il faut bien comprendre que je suis un Bitcoiner. Il se trouve que dans mon bag, j'ai 99% de Bitcoin. J'ai effectivement un peu d'Ether qui traîne, que j'avais acheté il y a très longtemps. Mais effectivement, non plus. Donc ça, c'est important de savoir que moi, à titre personnel, je suis un Bitcoiner. Après, je suis aussi un chef d'entreprise et un entrepreneur. Bien sûr. Et les chefs d'entreprise et les entrepreneurs, ils essaient de satisfaire un marché. Et globalement, nous, ce qu'on a vu au fur et à mesure des années, c'est que le marché aussi avait besoin de parler d'un peu plus de crypto. Donc nous, en fait, on a gardé notre ADN et notre colonne vertébrale Bitcoin, mais effectivement, on s'est un peu ouvert à d'autres sujets. Alors, on n'a pas non plus, parlé de crypto, alors que je ne citerai pas. On est resté quand même sur des choses qui sont liées au business, donc c'est-à-dire principalement des stablecoins. Les stablecoins, aujourd'hui, ça reste quand même quelque chose d'incontournable pour des professionnels, je dis bien. Et donc, c'est pour ça qu'on a évoqué ces sujets-là. Cette année, on va avoir aussi une keynote sur l'euro numérique. Alors, c'est pas parce que on parle de ça à Surfin Bitcoin qu'on est pour, qu'on valide, etc. Il ne faut pas oublier que l'objectif d'une conférence, c'est de débattre, d'avoir des informations. Et on ne devient pas intelligent en écoutant toujours le même côté de la, voilà. Et pour répondre, de la chanson. Et pour répondre à ta question de l'entre-soi, ça aussi, ça faisait partie des critiques des observateurs où chaque année, je te jure, Ben, je me tue à essayer de faire venir des contradicteurs. Je vais pas revenir sur des polémiques qu'il y avait eu même en 2022 sur en fait des économistes qui devaient venir, qui finalement ne sont pas venus. Bref, en tout cas cette année. Mais t'essayes. Voilà. Et cette année, on a réussi. C'est pour la première fois, on a réussi à faire venir un opposant que tu connais probablement, qui s'appelle Jean-Marc Daniel, qui est très présent sur BFM Business notamment, et il a accepté finalement de venir dans un environnement qui n'est pas favorable. On peut le dire. Et on ne peut que le remercier, donc je tiens à le remercier encore une fois publiquement. Ce genre de personnes qui acceptent d'aller vraiment dans un endroit où là, qu'on se le dise, il va y avoir peut-être 2 personnes sur 800 qui vont être de son côté. Complètement. Je respecte ce genre de personnes qui prennent les risques. Et j'ai envie de te dire, peut-être que secrètement lui-même, donc là je parle un peu en son nom, peut-être que finalement il a déjà des idées pour basculer. Alors je sais pas s'il va devenir bitcoiner à la fin de Surfin cette année, mais en tout cas d'évoluer sa pensée. Si il est prêt justement à faire le déplacement et à parler à des gens qui lui sont hostiles, c'est qu'en tout cas il est ouvert à découvrir. Et pourquoi pas. Donc ça on le saura le 30 août. On ira boire une bière avec lui sur le parvis du casino. Avec grand plaisir.
L'an dernier, on a fait une petite interview déjà, il y a un peu plus d'un an maintenant. Il y a une question qui était sortie et je m'étais dit, tiens, je vais lui reposer. Tu me disais que tu n'avais pas de définition de Web3. Donc 12 mois plus tard, qu'on est maintenant. John, eh bien, écoute, est-ce que tu as une définition? Grosse coupe, je n'ai toujours pas de vraie définition, dans le sens où, pour moi, c'est quand même un peu un terme fourre-tout, un peu bullshit. Tu vois. J'ai du mal, en fait, à comprendre ce qu'il y a derrière ce mot, en fait. C'est vrai que, pour moi, ça veut tout et rien dire. C'est quelque chose... Alors, même j'ai l'impression, tu vas me dire si je me trompe ou pas, mais que il est quand même de moins en moins utilisé, ce terme. J'avais l'impression qu'il y a un an, justement, quand tu m'as posé la même question, en plein dedans. on était en plein dedans et que j'ai l'impression que je le vois un petit peu moins. Alors après, c'est peut-être... C'est vrai que j'y avais pas pensé. Mais là, maintenant, en train d'y réfléchir, ou je sais pas si c'est peut-être passé trop de temps à bosser cette année, mais oui. Je ne sais pas, mais en tout cas, voilà, il y a toujours un peu dans le secteur crypto des modes. Donc il y avait les modes des ICO, des NFT, du Web3. Donc je sais même pas si... On va dire que cette année, c'est les RWA qui ont repris Ouais, exactement. Exactement. Donc c'est pour ça que je te dis, en tout cas moi, clairement, en tout cas c'est pas mon domaine d'expertise. Donc moi je suis un ouvert un peu plus, un entrepreneur. Toi personnellement, tu t'es ouvert un peu plus, intéressé un peu plus honnêtement, à d'autres cryptos, d'autres blockchains sur l'année? Pas du tout, franchement, entre Stackinsat et Surfing Bitcoin, honnêtement, il y a déjà tellement d'innovations, tellement de choses à comprendre sur Bitcoin que ça suffit, j'ai pas le temps de faire autre chose. Même si ma curiosité entrepreneuriale aurait pu en fait me pousser à découvrir autre chose. Honnêtement, j'ai absolument pas le temps et je suis largement satisfait avec Bitcoin aujourd'hui. Et pourtant, cette année, vous avez un sponsor qui est Starknet, qui est de base une nouvelle blockchain, qui est sponsor de l'événement Surfing. Alors complètement, donc je tiens à remercier Starkware d'être partenaire cette année, et c'est un de nos plus gros partenaires. C'est Starkware, pas Starknet, c'est ça? Exactement. Starkware. Starknet, c'est justement le protocole. Et l'entreprise Starkware donc, est partenaire. Donc un des représentants de cette société, donc Abdel, qu'on adore tous, qui était là à Surfing Bitcoin, notamment dans des débats un peu endiablés. Il y a 2 ans, je me avec des maxi bitcoiners. Il s'est bien défendu. Il s'était bien défendu. Et je vous invite d'ailleurs à aller revoir la vidéo parce qu'elle est évidemment en ligne sur notre chaîne YouTube. Et donc aujourd'hui, Abdel a la casquette Starkware. Donc c'est aussi un peu grâce à lui d'ailleurs que Starkware est devenu partenaire. Okay. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que nous, on a une colonne vertébrale Bitcoin. Et il se trouve que Starkware est en train d'innover sur Bitcoin en proposant des ZK Rollup pour justement essayer, comme beaucoup cherchent à le faire aujourd'hui, de rendre la blockchain Bitcoin plus scalable. Okay. Tout en gardant évidemment l'objectif de le trilemme de la blockchain, sécurité, décentralisation, scalabilité. Donc moi, je trouvais intéressant. Honnêtement, je ne sais pas encore ce qu'il va dire. Je n'ai pas du tout étudié le truc. Il va faire une keynote, c'est ça? Il va faire une keynote. Et après, il va participer aussi à un panel. Alors, ce sera un peu moins popcorn qu'en 2022, mais c'est un peu le même... Ça sera quand même un petit peu, c'est un peu l'idée, en tout cas, D'ailleurs, il y aura Emilien Dutank sur ce panel. Darkemy. Qui, du coup, lui, était un big blocker. Donc, en fait, on aura des débats sur la fameuse scalabilité et l'intérêt hypothétique des BitBlocks à l'époque de la Block Size War, et Abdel qui va justement parler de ces innovations sur Bitcoin avec la possibilité de faire des ZK Rollup dessus. Donc voilà. Écoute, je suis même moi très curieux d'en savoir plus. Honnêtement, je ne sais pas du tout encore ce qu'il va dire, mais je trouve ça intéressant. Ça amène le débat. Okay. Même il y aura des gros Bitcoiners qui vont aussi critiquer. Moi, je n'ai pas d'avis. Honnêtement, j'ai pas d'avis particulier, mais en tout cas, je trouve ça intéressant de s'ouvrir, de discuter, de débattre. Et de découvrir. Et peut-être qu'il y aura des gens qui ne seront pas d'accord, peut-être qu'il y aura des gens qui seront d'accord, mais c'est tout l'objet d'une conférence, c'est de débattre et de discuter des innovations. Oh, alors Starkware, ok, ils sont en train de se rapprocher de Bitcoin, ça passe. Typiquement, si tu avais eu une demande, une proposition de sponsoring d'un Polkadot, d'un Cardano, etc. Alors là, clairement, ça aurait été veto direct. Direct, malgré la conjoncture économique dans laquelle on a besoin d'être rentable, etc. Complètement, parce que c'est important de garder une identité éditoriale. Et là, avec Starkware, ça rentrait totalement dans la ligne éditoriale. Donc oui, effectivement, demain, Polkadot, Cardano, ce que tu veux, me contacte pour éventuellement venir. S'il n'y a aucun lien à Bitcoin, il n'y a aucun intérêt à les faire venir. Comment t'aimerais voir l'évolution de Bitcoin dans 5 ans? Écoute, c'est difficile à dire, mais effectivement, moi, mon rêve, mais je pense que c'est un fantasme, c'est qu'un pays occidental puisse, alors peut-être pas déclarer Bitcoin monnaie légale, mais en tout cas qui puisse défiscaliser Bitcoin, parce que là aujourd'hui, comme tu sais, en France, si tu veux acheter
quelque chose en crypto, systématiquement, c'est un acte de vente, donc c'est fiscalisé, donc c'est un événement taxable. C'est là où ça devient totalement absurde. Donc effectivement, il faudrait au moins défiscaliser. Donc moi, j'aimerais bien qu'on puisse arriver à ça en France. Et après, de manière plus globale, j'espère que dans 5 ans, on aura une dizaine ou une quinzaine de pays qui auront déclaré Bitcoin monnaie légale et qu'on aura vu une adoption et une utilisation plus facile réelle du Bitcoin, de son utilité, de monnaie, qui soit encore plus popularisée et démocratisée dans le monde. On en a parlé récemment, on en a parlé rapidement de la régulation. Ça bouge énormément. En Europe, on est à 10 jours après que Mika ait commencé. L'USDT est sur le point de se faire ban partout. De quel œil tu vois ça ? C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que la régulation, pour moi, elle doit être intelligente et pas contre-productive. Là, pour le coup, je trouve que on est dans un côté un peu contre-productif. Clairement, donc là, il faut bien comprendre que c'est effectivement la première vague de Mika, c'est sur la partie stablecoin. Sauf qu'il faut quand même se dire que ça profite à certaines entreprises, donc notamment Circle, qui du coup, lui, a choisi de se mettre en conformité. En parfaite conformité. Donc c'est vrai qu'on peut se dire que c'est une sorte de barrière à l'entrée ou de guerre entre entreprises. Donc c'est vrai qu'on peut se demander d'où ça vient. Est-ce que même ça peut être des lobbies qui auraient pu, je dis ça, j'en sais rien du tout. Après, je suis pas dans la théorie du complot non plus. Mais on se dit pourquoi est-ce que on a décidé de faire ça, qui justement en fait permet de sortir des boîtes qui fonctionnaient bien, genre notamment l'USDT. Voilà, moi j'ai pas trop d'avis sur la question. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que pour des boîtes comme Stackinsat, nous on a la clause du grand-père. Ce qui nous permet, parce qu'en fait, je vous rappelle que toute entreprise positionnée sur le secteur crypto en France doit se mettre en conformité au plus tard le 30 ou le 31 décembre 2024. Donc c'est quand même demain. C'est demain. Nous, en tant qu'entreprise déjà régulée, enregistrée, on a 18 mois supplémentaires. Okay. Donc ça, c'est vraiment plutôt quelque chose de positif parce que lorsqu'on est la tête dans le guidon, et c'est si compliqué que ça. Après, je vais pas rentrer dans les budgets, mais je crois qu'il y a des budgets qui ont été publiés. C'est des grosses sommes, donc plusieurs centaines de milliers d'euros, de se mettre en conformité. Okay. C'est quelque chose qui, encore une fois, est positif, je pense, in fine pour le consommateur, mais il faut pas justement créer des choses qui soient contre-productives. Sans rentrer dans le détail, je pense qu'il y a des ajustements qui vont être encore en cours, mais en tout cas, personnellement, je pense que c'est plutôt une bonne chose, et évidemment, Stackinsat aura un agrément Mika dans les prochains mois. Alors, Stackinsat, on va mettre les pieds dedans, mais juste avant, si je dis pas de bêtises, donc tu avais WeSave, tu as fondé WeSave. C'était quoi vraiment en une ligne Alors effectivement, je suis entrepreneur depuis 24 ans. Enfin, depuis mes 24 ans, pardon. Depuis 24 ans. Et en une ligne, WeSave, c'était la digitalisation de la gestion de patrimoine. Globalement, d'ailleurs, alors je sais pas si ça fait de la pub, mais c'est un petit peu ce que fait Finari aujourd'hui. Voilà, donc c'est au moment où j'ai vendu la boîte. On a un truc qui s'appelle toujours WeSave Conseil. C'est exactement ce que fait Finari aujourd'hui. Okay. Donc nous, en fait, quelque part, on est un peu les précurseurs par rapport à ça, même si je fais un énorme clin d'œil à Mounir, que je respecte énormément pour son travail. C'est très bon, c'est super. Voilà. J'adore. Mais donc voilà, donc nous, on faisait partie des premières boîtes à innover dans la fintech, donc à la fois sur l'allocation d'assurance vie, à travers des ETF. Donc ça, nous, on était les premiers en France à proposer ce produit-là. Et ensuite, on s'est diversifié vers vraiment une plateforme de gestion de patrimoine avec un conseil en allocation et en gestion de patrimoine sur tous tes actifs. Boîte que vous avez revendue en 2019 à Amundi. Exactement. Le géant. Le géant Amundi, numéro 1 en Europe. Pour fonder Stackinsat. Ensuite... c'était pour fonder Stackinsat. Alors au moment où j'ai vendu la boîte, j'avais pas d'idée précise. Okay. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je voulais me lancer dans la blockchain. Okay, d'ailleurs, c'est marrant parce que dans ce fameux terme. Et ça, tu peux le voir exactement parce que moi, à l'époque, je portais quand même des costards cravates tous les jours. Sérieux ? Et je te jure que oui. J'avais des cheveux. Faut que tu m'envoies une photo. J'avais des cheveux et je n'avais pas de barbe ni de moustache, donc c'était un autre Jonathan. Donc, mais tu peux voir le avant-après, il est quand même assez drôle, effectivement. Donc non, à ce moment-là, moi, je savais qu'il y avait une révolution en cours. Alors, et d'ailleurs, c'est mon premier blog post sur Medium, vous pouvez aller voir. C'est pourquoi je rejoins la révolution blockchain. Okay. Voilà. Donc, franchement, ça a mal vieilli. Mais c'est pour ça que, c'est une des raisons pour lesquelles j'ai décidé de vendre. Et ensuite, je suis devenu business angel, j'ai investi dans des boîtes. Et au fur et à mesure de mon parcours de business angel,
j'ai réalisé que ce qui me passionnait, c'était Bitcoin, et je voulais monter une boîte dans Bitcoin. Et dans Bitcoin, il n'y a pas 36 business models, donc c'est pour ça qu'on a lancé StackingSat, et être broker business model, et être broker Bitcoin, pardon. Aujourd'hui, StackingSat, c'est quoi? Alors StackingSat, c'est un broker Bitcoin, Bitcoin only. Et notre objectif, c'est de faire en sorte que tous les Français et tous les Européens puissent détenir du Bitcoin et de l'acheter le plus facilement possible à travers une stratégie qui s'appelle le dollar cost averaging. Donc c'est de l'épargne récurrente, donc le fameux DCA, où l'idée c'est de lisser son point d'entrée pour réduire la volatilité, réduire le risque sur le placement. Et ce qui est très important, c'est que nous on est à l'opposé des plateformes de trading qui vous font miroiter des gains rapides et acheter la Lambeau. Donc nous c'est plutôt la rigueur épargne, et la patience. Pour ta retraite, rigueur, patience. Si tu es convaincu de l'utilité du Bitcoin tel qu'on l'a défini juste avant, set up and forget. Tu mets tes 100 euros par mois, qui est en moyenne ce que nos clients mettent 100 euros par mois. Voilà, pour les particuliers. Et voilà, set up and forget. Et on se reparle dans 5-10 ans et tu verras, tu seras content. Vous avez combien de clients aujourd'hui? Alors aujourd'hui, on en a un peu plus de 22 000. Okay. Et on en est très fiers, sachant qu'on a aussi, ce dont on n'a pas du tout parlé, c'est la composante des entreprises. Alors, pas institutionnel, parce que malheureusement, on n'a pas en fait la force pour aller adresser des grosses boîtes. Là, c'est vraiment plutôt des TPE, PME, des boîtes qui ont plutôt entre 10 et 100 salariés au maximum. Et l'idée, c'est une partie de la trésor. Voilà, une partie de leur trésor. Nous, ce qu'on dit, c'est mettez 1% de votre trésor en Bitcoin et ça va, plutôt que de laisser dormir votre trésor sur le compte. Laisser dormir, effectivement. Vaut mieux acheter du Bitcoin, ne serait-ce que 1%, déjà, c'est suffisant. Donc, nous, aujourd'hui, cette part d'entreprise ne fait qu'augmenter. Donc, c'est entre 15 et 20% de nos volumes aujourd'hui. Donc, et l'idée, c'est justement, à terme, même d'aller chercher la moitié de nos volumes sur les entreprises. Donc, StackingSat, c'est du DCA, facilement, on n'y pense pas. Si je dis pas de bêtises, c'est un virement automatique qu'on programme. Vous le recevez sur une adresse, vous avez une adresse enregistrée, vous nous renvoyez les bitcoins dessus. C'est aussi simple que ça, sachant que nous, on a quand même un service de conservation, parce que ça, on s'est quand même rendu compte, et on en parlait au début de cette interview sur justement l'ADN historique de StackingSat sur la self-custody, sauf qu'on a vu quand même que sur du mass market, il y a des gens qui n'ont pas envie d'avoir cette responsabilité de conserver ses clés privées, parce qu'encore une fois, si tu perds tes clés, tu as tout perdu, donc c'est assez anxiogène. On a quand même une certaine partie de nos clients, et notamment des clients entreprises, même pour des questions de gouvernance de clés privées. Donc c'est quoi? C'est le CEO, c'est le directeur financier qui détient la clé privée. Enfin bref, c'est très compliqué. Et donc c'est pour ça qu'on a une solution de conservation également de Bitcoin qui marche très bien. Ok. Aujourd'hui, avec StackingSat, même avec StackingSat et tous les brokers crypto, il y a une guerre au niveau des frais. Vous en êtes où, vous, sur les frais? Alors très bonne question. Donc nous, pour rappel, on a un business model très simple qui est, je pense, celui pratiqué par tout le monde, qui est celui d'un pourcentage sur le montant investi. Par exemple, sur 100 euros, on va prendre 1,5% si tu es en livraison directe, si on t'envoie tes bitcoins sur ta propre adresse, sur ton ledger par exemple, et on est à 2,5% justement si tu décides de conserver tes bitcoins sur notre coffre-fort. Donc ça, c'est le business model classique, donc le plan épargne bitcoin classique. Et effectivement, il y a un an, on a lancé le PEB Premium, et le PEB Premium, donc c'est là où on a changé un peu de business model, mais l'idée, c'est surtout pour les gens qui sont déjà convaincus, qui souhaitent s'engager davantage, et s'ils souhaitent s'engager davantage, on va réduire les frais. Très concrètement, c'est quoi? Tu payes 100 euros de frais, en fait, tu prépayes tes frais tu les payes pour un niveau de volume donné. Donc, en gros, tu vas prépayer, donc on a deux offres, le Premium 100, où tu vas payer 100 euros upfront, et tu vas pouvoir investir jusqu'à 10 000 euros sans limite de temps. Donc tu peux atteindre ces 10 000 euros au bout de 2 jours, ou au bout de 20 ans. Voilà. Donc, nous, il n'y aura pas justement de contraintes ou de frais supplémentaires. Tu vas prépayer tes frais. Et là, à ce moment-là, on est vraiment au prix que vous transférez en Bitcoin, etc. Exactement. Donc là, en gros, ça va te revenir à 1% de frais. Et on a le Premium 500, où là, c'est jusqu'à 100 000 euros. Donc, tu vas payer 500 euros upfront et tu vas pouvoir investir jusqu'à 100 000 euros. Jusqu'à 100 000. Et là, ça te revient à 0,5% de frais. Sur un 100 000 euros, tu aurais dû avoir normalement 1500 euros, voilà, exactement. 1500 euros de frais. Donc exactement. 500, 1500. Ok. Exactement. C'est intéressant. Ça a bien marché? Ça marche extraordinairement bien, surtout pour les entreprises, parce que elles ont tendance quand même à investir beaucoup plus, et du coup elles mettent ce qu'on appelle chez nous des parpaings, et effectivement c'est un parpaing, c'est une grosse somme, c'est une grosse somme d'un coup, et effectivement
Ça, on le voit en termes de comportement, c'est qu'avec le premium, on a quand même des clients qui ont tendance à investir justement davantage des plus grosses sommes. Et donc du coup, atteindre ce fameux seuil et ensuite en reprendre un autre premium. Ok. Est-ce qu'il y a de nouveaux services ou de nouvelles fonctionnalités qui vont bientôt arriver sur StackingSat? Alors, malheureusement, je peux pas donner de date, mais effectivement, on bosse sur des très grosses fonctionnalités, des choses qui sont vraiment totalement innovantes en France, des choses qui existent aux États-Unis. On s'est inspiré d'ailleurs de services aux États-Unis et j'espère pouvoir l'annoncer en 2025. Ok, impatient de voir ça. Tu viendras nous en parler. Avec grand plaisir. On va maintenant plonger un peu sur Surfin Bitcoin un peu plus. C'est difficile d'organiser un event de la taille de Surfin? Alors j'en parlais tout à l'heure. En fait, ce qui est compliqué, c'est effectivement le stress lié à la rentabilité. C'est vraiment le pain point, enfin ce qui c'est le pain point, c'est-à-dire que, alors je vais pas donner le budget, mais c'est plusieurs centaines de milliers d'euros. Plusieurs centaines de milliers d'euros, okay. Exactement, et donc effectivement, lorsque tu démarres à zéro, parce que c'est ça, parce que chaque année finalement, tu repars à zéro, tu dois retrouver des nouveaux partenaires. C'est upfront, cet argent tu dois le sortir upfront? Alors, c'est pas upfront, mais tu te doutes bien que pour privatiser le casino pendant 3 jours, sachant que c'est pas 3 jours parce que t'as un jour avant et un jour après. Donc du coup, c'est en général 4 ou 5 jours. Privatisation du casino, c'est hors de prix. Sauf que nous, on a décidé d'associer notre image à ce lieu. Et qui est iconique. Dans aucun monde, on va changer de lieu. Sauf que, évidemment, il faut assumer ses ambitions et donc pouvoir arriver à financer tout ça. Donc c'est pas, je vais pas décaisser plusieurs centaines de milliers d'euros en day one, mais effectivement, c'est l'ordre de grandeur du budget de Surfin. Donc oui, le principal pain point, c'est celui-là, c'est évidemment la peur de ne pas être rentable. Et je pense que tout organisateur d'événements a cette même problématique, et c'est ça qui est le plus compliqué. Donc c'est pour ça que nous, on va chercher probablement l'année prochaine à diversifier le business model, tout en gardant le business model historique, mais justement pour essayer de limiter ce pain point qui est vraiment très désagréable. On rappelle qu'avec un ticket, vous pouvez acheter avec moins 10%, il y a déjà la soirée de closing qui est inclus. Exactement. Et la nourriture sur les 2 jours. Exactement. Donc oui, effectivement, ça c'est peut-être des choses qui peuvent. Donc voilà, donc ça c'est, en tout cas, c'est clairement le truc qui est le plus compliqué. Après, moi personnellement, j'adore ça parce qu'en fait, c'est aussi un prétexte pour me reconnecter au marché. Donc moi, c'est pour ça que je suis pas justement dans ma grotte à Biarritz. Clairement, j'ai la chance de pouvoir contacter. Fais venir tout le monde à Biarritz, c'est bien. Déjà, je fais venir tout le monde à Biarritz. Mais en fait, moi, en gros, je commence à bosser sur Surfin en janvier, à peu près. Et c'est là où c'est un bon prétexte pour reconnecter avec des gens, etc. T'arrives à faire la différence entre stacking et surfing? Honnêtement, c'est pas facile, je bosse beaucoup. Là, typiquement, depuis les 4-5 derniers mois, je suis à quasi 7 jours sur 7. Donc c'est quand même assez dense. C'est pour ça que je pense que l'année prochaine, on va essayer de réfléchir à un nouveau format pour que je bosse un peu moins. Okay. Mais en tout cas, oui, je suis passionné de mon métier et je suis très heureux chaque année de proposer cette conférence avec mes associés et mon équipe, évidemment. Justement, j'allais en venir. Aujourd'hui, c'est une équipe de combien de personnes? Alors, globalement, à chaque fois, juste pour vous dire, c'est des freelances qu'on embauche juste sur la période. Pour la période. Voilà, donc en général, c'est février-mars jusqu'à septembre. Et c'est 5-6 personnes, pas plus. Ah oui, ça reste petit, mais ça reste très, très petit. Et globalement, moi, je donne beaucoup de mon temps parce que c'est globalement moi qui connais, qui a le réseau pour trouver des partenaires, des sponsors. Et c'est moi et mon associé Joss qui travaillons sur le contenu. Parce que ça aussi, on est fan de cette partie-là du job. Ça se voit, vous kiffez le contenu. Ah, ouais. J'ai bossé moi aussi un peu dans le contenu pendant une petite période à la Paris Blockchain Week, dans l'event. Et tu vois quand les titres sont recherchés, tu vois quand ils veulent vraiment aller quelque part, etc. Et c'est ça. Puis nous, on cherche à avoir une narration globale avec une logique qui se suit. Et ça, c'est vraiment la partie. Voilà, les bonnes personnes aux bonnes places, même si c'est aussi un jeu de Tetris qui est pas forcément évident. Tetris et politique. Et politique, parce que c'est vrai que voilà, c'est ça aussi pareil sur les heures. Ah, moi, je veux pas être à cette heure-là et machin et truc. Donc c'est vrai que c'est pas. Ça, c'est d'ailleurs la partie la moins cool de ce job, c'est effectivement satisfaire les égos de tout le monde. Ouais. Et ça, c'est pas évident. Combien de speakers cette année? Alors, combien de speakers? Si je dis pas de bêtises, on est un peu plus de 40, ce qui est beaucoup moins que les années précédentes parce que, et ça, je devance une question qui est arrivée juste après. C'est que on a décidé de ne pas conserver la scène anglophone, yes. Ce qui fait que on a deux fois moins de speakers. Okay. C'était plutôt autour de 100 speakers chaque année, et là, on est, je t'ai dit, un peu plus de 40. Okay. Pourquoi ce choix de ne pas garder la scène anglophone? Alors nous, c'était un peu notre ambition, et moi je suis un entrepreneur ambitieux, c'était de faire en sorte que cette conférence puisse rayonner à l'international. Honnêtement, je suis un peu déçu parce que ça n'a pas marché.
Voilà, tout simplement. Pour une raison que j'ignore, honnêtement, j'ai pas forcément donc de raison ou d'explication, mais effectivement, en 2022 typiquement, on a énormément investi pour faire venir des speakers internationaux. C'était très stylé. Voilà, où on avait donc cette scène dédiée anglophone. Et moi, tu vois, ce qui m'a rendu triste, c'est que par exemple, on avait le cofondateur du Lightning Network, Tadeusz Drija. Et donc c'est une superstar, c'est pour moi presque un demi-dieu. Et lorsqu'il a fait sa keynote dans la scène anglophone, bah en fait il y avait peut-être 20 personnes, tu vois. Ouais, donc ça c'est vrai que c'est quelque chose qui d'ailleurs en plus est presque vexatoire pour le, c'est même, ça peut pour le speaker. Donc voilà, si tu veux, à un moment donné, donc on l'a fait en 2022, on l'a refait en 2023. Et là vous vous êtes dit ça y est. Et là voilà, en fait, clairement, on a vu qu'en fait les participants anglophones ne venaient pas en fait tout simplement, et vu que les francophones, pour une raison que je ne connais pas non plus, ne parlent pas anglais. Et ils préféraient voilà, donc soit aller boire des coups sur la terrasse, ou soit justement assister à la scène française, ou soit d'ailleurs aller dans les workshops qu'il n'y a plus non plus cette année. Ça c'est plutôt pour des raisons économiques. Okay. Parce qu'on s'est dit aussi, enfin pour des raisons économiques et aussi de contenu simultané, parce qu'en fait finalement aussi c'était un autre problème. Vous mangez. C'est ça, c'est-à-dire que en fait il y avait les trois zones qui étaient concurrentes quelque part, donc la scène francophone, la scène anglophone et les workshops. Et beaucoup de personnes nous disaient, mais attendez, putain, moi j'aurais bien aimé assister au workshop, mais en même temps j'ai une conférence qui m'intéresse sur la scène francophone, et j'avais aussi en même temps quelque chose qui m'intéressait sur la scène anglophone. Bref, donc là au moins c'est très clair. Il y a les stands. Il y a la terrasse et la scène. Voilà. Scène sur laquelle d'ailleurs on va faire quelque chose que je peux annoncer, je pense. Ah, tu peux l'annoncer, bien sûr. Oui. On va faire un Crypto Drinks. Exactement. C'était sur la scène de Surfing Bitcoin. Exactement. Je vous en dis pas plus, on va pas dire les noms des gens qui vont participer, mais ça va être sympathique. Ok, donc comment ça va se passer cette année, Surfing? On sait qu'il va y avoir un Crypto Drinks dedans, mais c'est quoi les plannings? Oui, on a annoncé la semaine dernière le programme des journées payantes, donc avec des journées dédiées aux professionnels et aux bitcoiners. Voilà ce qu'on disait tout à l'heure, des journées thématiques. Donc on a annoncé notamment la présence de Charles Gave, on a annoncé la présence donc, du coup, de Jean-Marc Daniel qui est l'opposant, on aura Christian Rowe, le head crypto fintech de Mastercard en Europe, Abdel de chez Starkware. Enfin bref, on a vraiment beaucoup de beau monde répartis donc sur les deux journées du jeudi 29 et du vendredi 30 août. Qu'est-ce que vous faites la journée gratuite le 28 ? Alors, comme on disait tout à l'heure, nous, ce qui est très important, c'était de réintroduire cette journée grand public qui est totalement gratuite. Qui est totalement gratuite et avec l'accès à tout. Et l'accès à tout. L'accès à tout. Il y aura même une buvette où tu pourras évidemment payer en Lightning Network, comme chaque année. Voilà, c'est très très important pour nous. Et donc, lors de cette journée gratuite, on a donc plusieurs objectifs. Et le principal objectif, c'est encore une fois de vulgariser et démocratiser Bitcoin et crypto. Donc, on aura la chance d'avoir la diffusion du documentaire Crypto, mon incroyable Odyssée, suivi d'un débat avec notamment Claire Balva, donc je serai aussi présent sur ce panel pour parler en fait des escroqueries dans le monde de la crypto et justement sortir un peu des idées reçues du fantasme des 1000% ou du gain rapide. Ensuite, on aura Yorick qui va faire donc du coup une keynote sur Bitcoin pour revoir les bases de Bitcoin, et en fait ça a fait référence à la première intervention ever de Surfin en 2020 et c'était Yorick sur le même thème. Voilà, donc en fait c'est cette même keynote qu'il a fait en 2020 mais réactualisée en 2024. Ensuite, je vais moi-même intervenir sur une keynote pour expliquer l'intérêt de conserver ces cryptos en self-custody, très important. Et voilà, donc ça va être la fête. À Biarritz, on espère qu'il fera beau, parce que bon, évidemment, on a un plan B, mais on espère que le plan A ça passera. Donc, c'est une très belle année qui s'annonce pour Surfin et pour Biarritz. On va participer. Si vous êtes là, je vous rappelle que vous pouvez gagner une place en commentaire en nous mettant donc pourquoi vous aimeriez venir. Merci Jonathan. Impatient de se recroiser à Biarritz dans un petit mois maintenant. Impatient également. Merci à vous d'être restés jusque-là dans la vidéo. Vous êtes de plus en plus nombreux à vous abonner, ça fait très plaisir. Pour rappel, on est disponible aussi sur toutes les plateformes d'écoute, Apple Podcasts, Spotify, Deezer, etc. John, on se recroise très prochainement, c'est toujours un plaisir. Et merci Ben de cette invitation et impatient aussi de découvrir cette 5e édition avec toi. 5e édition et ce Crypto Drinks nouveau. Exactement. En tout cas, merci beaucoup. C'était Benjamin et Jonathan pour le Crypto Daily et on vous dit à très vite. Salut!